Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux sur une idée originale de l'International Dark Sky Association et une proposition de cette association internationale de contribuer à ma hauteur à la semaine internationale du ciel nocturne et de l'obscurité qui se déroule actuellement. Et je vais pour ce faire vous proposer la lecture de quelques pages de l'introduction d'un ouvrage grand public paru en octobre 2019 aux éditions Premier Parallèle en France, sous le titre de Sauver la nuit, en anglais Save the Night. Malheureusement, l'ouvrage n'est pas encore traduit en anglais, mais peut-être que ça viendra. Le sous-titre Comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. Étudiant, je travaillais en tant qu'animateur en astronomie. Astronomie que j'ai commencé à pratiquer à 10 ans, d'abord seul, puis dans le club de ma ville. J'étais le plus souvent accompagné d'un ami, lui aussi amateur de longues nuits d'observation du ciel profond. Lorsque nos emplois du temps nous le permettaient, nous sillonnions les routes de notre région avec, dans le coffre de la voiture, un planétarium gonflable, un ou deux télescopes du club et de quoi animer des ateliers de fabrication de maquettes et autres cartes des étoiles. Nous allions d'école en école, de centre de loisirs en centre de loisirs expliquer les saisons, les phases lunaires, les éclipses de lune ou de soleil, les mouvements des astres dans le ciel et ceux un peu particuliers des planètes, la différence entre une étoile et une planète, entre une planète et un astéroïde et une comète, entre une étoile et une étoile filante. Arrivait inévitablement une salve de questions souvent nourries au récit de science-fiction sur les trous noirs, les distances dans l'univers, les univers parallèles et les mondes multiples, et même les possibles formes de vie extraterrestre ou encore la fin du monde. J'ai ainsi eu la chance de travailler 3 années de suite avec un centre de loisirs qui, au cœur du Jura, accueillait en classe verte des élèves de différents collèges de la région parisienne. Nous restions sur place plusieurs jours, ce qui nous laissait le temps d'organiser plusieurs soirées d'observation du ciel nocturne. Pendant que les enfants dînaient, nous installions les télescopes, faisions la collimation des miroirs, puis laissions ces instruments faits de verre et de métal descendre lentement à la température de l'air ambiant. Dehors, ce soir-là, viennent à nous les élèves d'une classe de 4e avec lesquels nous avons déjà passé une bonne partie de la journée à jouer avec l'astronomie. Nous leur faisons éteindre les lampes torches et autres frontales qu'ils ont apportées afin qu'ils commencent à s'accoutumer à l'obscurité ambiante. L'excitation d'être littéralement dans la nuit, c'est-à-dire aux prises avec un élément, un milieu comme on est en montagne ou en mer et non pas seulement à la montagne ou à la mer, est palpable. C'est qu'ici la nuit est sombre, très sombre. D'autant plus que l'on est en période de nouvelle lune et que c'est encore la fin de l'hiver. Le soleil est parti se coucher depuis un bon moment déjà. De petites histoires mythologiques en petites anecdotes un peu plus actuelles, nous les amenons à s'intéresser à ce qu'ils ont au-dessus de leur tête. Ils sont perdus. Une ligne d'horizon n'est pas la même lorsqu'elle est plantée de sapins, en lieu et place d'immeubles et de lampadaires, et surtout, aucun d'entre eux n'a jamais embrassé autant d'étoiles d'un seul regard. Mon ami vient me dire qu'il a pointé Saturne avec l'un des télescopes. Les enfants s'avancent. La casquette bien à l'envers sur la tête, s'il vous plaît. Sinon vous risquez de taper l'instrument avec la visière. Et comme je vous ai expliqué qu'il s'agit d'un instrument très fragile et très précis, si l'un d'entre vous le dérègle, on ne pourra plus observer. Il nous faudra des semaines pour le réaligner, et avec mon ami, on n'a pas apporté de quoi survivre pendant des semaines dans ce trou perdu. La mauvaise plaisanterie a fonctionné. Ils ont rigolé, et regardent maintenant prudemment, et, surtout, attentivement. Ils observent. C'est là qu'a surgi l'émerveillement. L'un des enfants arrive près du télescope, met l'œil à l'oculaire, relève vivement la tête vers nous, puis reprend immédiatement son observation en s'exclamant « Waouh, mais ça existe vraiment? C'est encore une blague ou c'est pour de vrai? Saturne, elle a vraiment des anneaux? Je pensais que c'était qu'à la télé, ça. Et ça, les anneaux, c'est autour du petit point lumineux qu'on voit là-haut ?» Ni une ni deux, il attrape ses copains qui le suivent dans la file et leur commande de regarder. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Ils s'exécutent, et à leur tour s'en trouvent un peu décontenancés. C'est ensuite un défilé des belles d'hiver. La grande nébuleuse d'Orion, la galaxie du tourbillon dans la constellation des chiens de chasse, l'amas de galaxie de la chevelure de Bérénice, le double amas de Persée et bien sûr l'amas des Pléiades et ses jeunes étoiles d'un bleu électrique. Tant de millions d'années parcourues du regard le temps d'une seule soirée. Tant d'images très légèrement tremblotantes mais néanmoins saisissantes, rendues accessibles simplement par la noirceur d'une nuit préservée.
c'est que nous n'étions pas en ville. L'émerveillement est une émotion tout à la fois morale, spirituelle et esthétique. Une émotion dont nous avons besoin. Mais vous et moi, habitants des villes, si nous sortons par une nuit sans nuages, si nous marchons quelques mètres dans notre rue et levons le nez au ciel, qu'y voyons-nous? Pas grand-chose. Ah si, là, un point qui brille. Mais des lumières rouges et vertes clignotent. Et voilà que des phares s'allument. Ce doit être un avion qui arrive à Roissy, à Orly, à Blagnac ou à Saint-Exupéry. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'entendons parler du ciel que pour apprendre qu'il est devenu l'objet de convoitises de la part de sociétés privées pour les projets de tourisme spatial. Ou encore qu'il est un nouveau champ de développement pour de nouvelles technologies d'accès à l'Internet mondial déployées en masse. Au printemps 2019, Elon Musk a amorcé la mise sur orbite de ce qui devrait devenir à terme une armée de 12 000 voire 40 000 satellites de communication gravitant autour de la Terre. 12 000 satellites artificiels qui, en reflétant chacun un peu de la lumière solaire, formeront chaque nuit 12 000 petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel, mais il est certain que celles-ci ne seront pas des étoiles. Que ce soit par l'usage ou symboliquement, le magnat des transports se déclare ainsi urbi et orbi, maître et possesseur du ciel. Faudra-t-il bientôt nous contenter de ces 12 000 points lumineux comme seul support de notre émerveillement devant le ciel nocturne? Nous, adultes, avons déjà connu cette émotion devant une voûte céleste parsemée d'étoiles. Mais souvent bien loin de nos villes. Timothy Morton nous rappelle que les Tibétains vivent tout près du cosmos, et qu'il n'est donc pas étonnant que celui-ci innerve profondément leur culture. Est-ce à dire que le ciel occidental, parce que l'on y voit de moins en moins d'étoiles, n'aura bientôt d'autres valeurs que celles qu'il acquiert désormais via son exploitation pour l'Internet mondial, le tourisme spatial ou encore sa résurgence en tant que champ de confrontation militaro-industrielle entre grandes puissances? Que s'est-il passé pour que l'on en soit arrivé à appauvrir à ce point notre relation au ciel? C'est que, voyez-vous, la lumière artificielle que nous utilisons pour mettre un peu de brillant sur nos villes nocturnes ne se contente pas d'éclairer nos rues. À la vitesse fulgurante de 300 000 km par seconde, elle se dérobe et se répand jusque dans le ciel où elle est diffusée par une multitude d'aérosols plus ou moins naturellement présents dans l'atmosphère. Un brouillard de lumière artificielle tombe sur nos villes, nous recouvre d'un voile grisâtre et nous masque la vue du ciel étoilé. Le problème est de taille si l'on sait que s'allument chaque soir, en France par exemple, 11 millions de lampadaires. Un chiffre qui a augmenté de 89% en 20 ans quand, dans le même temps, la quantité de lumière artificielle produite a quasiment doublé, connaissant une hausse de 94%. Et au-delà de l'éclairage public, il faut ajouter à ce bilan comptable 3,5 millions d'enseignes lumineuses multicolores qui scintillent dans les rues de nos villes. Vous connaissez l'adage « ce qui est rare est cher ». Aussi, une chose peut-elle parfois ne prendre de la valeur à nos yeux qu'à partir du moment où elle se raréfie. Plus exactement, et parce qu'il n'est pas de création ex nihilo, la valeur de cette chose, jusqu'alors méconnue ou négligée, se trouve être révélée par la menace de son érosion. Parce qu'il tend à disparaître de nos paysages, le ciel étoilé est l'un de ces objets devenus rares dont nous mesurons les apports maintenant qu'il semble nous échapper un peu plus chaque année. Face à ce danger, des territoires entiers se mobilisent pour préserver un accès au ciel nocturne et aux paysages singuliers qu'il fait naître. Ce sont parfois de simples communes qui entreprennent de devenir des villes et villages étoilés. Mais ce sont aussi des territoires plus vastes qui, en organisant une véritable mise en protection du ciel nocturne au sein de réserves internationales de ciel étoilé et autres parcs internationaux de ciel étoilé, concrétisent un nouveau front pionnier pour la protection de l'environnement. Tout se passe donc comme si la prise de conscience d'une perte imminente du ciel étoilé et de l'obscurité nocturne réveillait en nous la volonté de retenir la nuit. Peut-être est-ce là la manifestation d'une forme de mélancolie ou plus précisément de nostalgie, quand l'on repense, souvent en l'idéalisant, à la richesse du ciel étoilé que l'on a pu admirer loin de nos villes, à l'occasion d'un bivouac dans le désert ou en montagne par exemple. Nous aurions d'ailleurs pu donner pour titre à l'ouvrage que je tiens entre mes mains, Nostalgie de la nuit, et répondre ainsi au magnifique film documentaire de Patricio Guzmán, Nostalgie de la lumière. Nostalgie de la lumière naturelle venue des étoiles, nébuleuses, amas stellaires et autres galaxies pour les astronomes professionnels installés sur les hauts plateaux du désert d'Atacama au Chili. Lumière naturelle qu'ils se chargeront plus tard, une fois les données envoyées au laboratoire, de décortiquer, de décomposer en de multiples spectres afin de connaître les distances, vitesses, masses et compositions de ces objets lointains.
mais également pour ces mêmes astronomes, nostalgie de la nuit et de son obscurité naturelle érodée, dans les plaines en contrebas, par la multitude d'usages que nous faisons de l'éclairage artificiel, amant éperdu de la fée électricité depuis la fin du XIXe siècle. Les termes de l'équation ne sont donc pas contradictoires. De la lutte contre la prolifération de la lumière artificielle, contre la pollution lumineuse, dépend leur capacité à percevoir la lumière naturelle arrivant sur les miroirs géants de leurs télescopes. Petits photons ténus, exténués par plusieurs milliers, millions, voire milliards d'années de voyage dans l'espace. C'est bien ce sentiment de perte, d'aucuns sont allés jusqu'à parler de spoliation, de l'obscurité nocturne qui a poussé les astronomes professionnels et amateurs, puis les biologistes, écologues et médecins, et aujourd'hui des territoires entiers, à se mobiliser de par le monde et à revendiquer cette chose à première vue extravagante, sauver la nuit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je remercie encore l'International Dark Sky Association pour tout son travail sur le terrain pour contribuer à lutter contre la pollution lumineuse et ainsi sauver la nuit et l'obscurité naturelle. Merci et bonne semaine internationale du ciel étoilé et de l'obscurité à vous toutes et à vous tous.